Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo au calme qui sert juste un peu comme journal. Je vais pas faire la longue vidéo que j'avais prévue pour vous raconter tout ce qui s'est passé depuis Noël dernier, donc ma rechute énorme pour la dépression, etc. Alors désolé s'il y a des bruits dehors et tout, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Je vais juste vous raconter à peu près ma TS, ce qui se passe ces derniers temps et l'avenir hyper incertain, enfin tout ce qui me stresse en ce moment. Donc je préviens, trigger warning pour plein de choses, pour les TS, pour la scarification, les addictions. Donc en même temps, pour faire cette vidéo, je vais me maquiller parce que je n'en peux plus de voir cette tête. Et en vrai j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que je voulais vraiment que ce soit un journal. Je sais même pas si je vais la poster ou pas, c'était juste pour moi. Donc on va commencer d'abord par se maquiller et je vais raconter en même temps. Alors du coup on va commencer par se maquiller. Le Tartre numéro 205 Light Sound. Le problème c'est que j'ai acheté, sauf que en hiver ça va, c'est ma teinte, mais en été je bronze et du coup c'est plus ma teinte. Du coup je me suis acheté le L'Oréal Infaillible 24 heures et des fois je mélange les deux, voilà. Alors pour commencer, je vais vous raconter un peu l'histoire pour ceux qui ont suivi sur Instagram. J'ai fait un stage à Bordeaux pour mes études de mai à juin, fin mai où j'ai fait sur Bordeaux et en juin j'ai fait un stage sur Pau. Donc mon stage s'était méga bien passé, c'était sur les archives, la restauration de céramique et de porcelaine et de faïence. Et ça s'était méga bien passé, je me suis sentie directement hyper à l'aise sur Bordeaux. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai eu l'impression que ma place était sur Bordeaux, que vraiment je m'y sentais bien. Je me sentais vraiment chez moi en fait à Bordeaux. Bon, seul petit bémol, c'est que vu que j'ai pas d'appart là-bas pendant mon stage, je vivais chez ma soeur, mais à part ça, vraiment je me suis sentie vraiment très à l'aise. J'avais pas ma voiture, du coup je faisais tout à pied ou en tram, et vraiment je ne saurais vraiment pas comment l'expliquer, mais à quel point je me suis sentie vraiment un peu chez moi. Je pense que les grandes villes, j'ai beaucoup peur des grandes villes parce que en termes de sociabilité je suis pas la meilleure, etc. Mais là je me suis vraiment sentie bien. Et donc en suivant, début juin j'ai fait un stage ici sur Pau en restauration de documents anciens, de livres, etc. Il était génial. Le problème c'est que en fait la différence entre mon stage que j'ai fait à Bordeaux et le stage que j'ai fait là sur Pau, c'est que la différence c'est qu'à Bordeaux, la restauratrice avait l'atelier était privé, donc elle recevait des clients privés. C'était pas par exemple selon des musées, etc. Non, c'était plus des collectionneurs et tout. C'est fou comme cela, on dirait que c'est très blanc par rapport à ma lumière que j'ai mis. Mais faites-moi confiance, dans la vraie vie c'est pas comme ça. La différence c'est que à Bordeaux c'était un truc privé, donc on recevait des gens, des collectionneurs ou juste des personnes qui avaient des objets qui appartenaient à la famille depuis des générations et qui voulaient que ça reste pour les générations futures. Et donc là moi je trouvais cette approche vraiment bien parce que c'était proche du public. L'ambiance de créer quelque chose, enfin de réparer un objet familial et après de rendre à la personne et que cette personne soit contente et dise waouh c'est trop bien, genre on dirait qu'il n'y a aucune fissure, on dirait qu'il est tout neuf, etc. C'est ça que j'aimais et que j'aime toujours autant d'ailleurs dans ce métier, d'avoir un atelier privé. Le problème avec l'atelier privé, on s'en doute, c'est qu'il y a la paperasse où tu payes l'atelier où tu travailles, etc. Bon voilà, c'est normal, c'est la vie. Mais par contre, celui de Pau, c'était aux archives avec l'agglomération de Pau. Donc, j'avais rien à payer, c'était comme si je travaillais pour l'agglomération de Pau, quoi. Et à partir de là, je me suis dit que vraiment, je voulais absolument faire la restauration de céramique, faïence et porcelaine. Et ensuite, en fin juin, il y avait les rattrapages pour les partiels parce que je les ai loupés. Du coup j'étais allée au rattrapage, sauf que j'étais en plein burn-out depuis plusieurs mois avec la fac, etc. J'étais vraiment en burn-out, mais quand je vous dis en burn-out, c'est vraiment un burn-out de vrai. Genre c'est pas juste une déprime, etc. Non, c'est un vrai burn-out. Et je suis pas allée au rattrapage.
Je me suis dit tant pis, je vais me débrouiller, je vais trouver autre chose, au pire je vais redoubler, etc. Mais je me voyais pas. J'ai essayé d'aller au rattrapage, je suis allée à 2-3 séances, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils me mettaient... Pour les rattrapages, j'ai dû avoir au moins une dizaine de matières à rattraper, de choses à reprendre, de cours à repasser à l'écrit et à l'oral. Et là, je me suis dit non, stop. J'ai tout donné, vraiment. J'ai donné toute mon âme, vraiment possible et inimaginable pour les premiers partiels. Là, les rattrapages, je me suis dit non. Là, je suis trop fatiguée, j'en peux plus. C'est trop pour moi, quoi. Donc, je ne suis pas allée. Donc, j'ai redoublé. Sauf que je fais, depuis que j'ai redoublé, j'ai développé une phobie scolaire. Ce qui fait que je n'arrive plus à aller en cours, que je vais voir pas du tout en cours, parce que du coup, à cause de tout ça, je fais que des crises d'angoisse H24, etc. Mais le point positif, on va dire, c'est que j'ai réussi, grâce à ma maîtresse de stage de Pau, à être vacataire auprès de l'agglomération des médiathèques de Pau. Être vacataire, c'est un travail étudiant, mais c'est juste vacataire, c'est remplaçant. Alors, par exemple, tu vas dans telle médiathèque dans l'agglomération de Pau parce que là on manque du monde et donc tu y vas. Du coup, on switch beaucoup sur toutes les médiathèques de Pau et voilà, ça me fait une paye et du coup, au moins j'ai le temps de me reposer, de penser à moi puisque je vais pas à la fac. Maintenant, parlons de pourquoi ma TS et pourquoi j'ai fini à avoir une phobie scolaire, etc. Il faut savoir que j'étais toujours très nulle à l'école. Depuis vraiment toujours. Et de base, ma famille ne croit jamais en moi. Ça, depuis toujours. Et quoi que je fasse, ils ne croient jamais en moi. Quand j'ai commencé la photo, ils ne croyaient pas en moi, ils voulaient pas que je m'achète d'appareil photo, ni rien du tout, même si c'était avec mes sous à moi, mais ils ne croyaient pas que j'allais m'en servir, etc. Quand j'ai commencé les cours de dessin, ils m'ont dit ouais mais tu vas te lasser. Quand j'ai commencé à faire des échasses, et oui des échasses, parce que je suis dans les Landes, et que ça fait partie de mon patrimoine, on va dire. Ils ne croyaient pas non plus, donc en gros ils ont jamais cru en moi. Par contre ma soeur, oui de ouf, ma soeur c'est la prodige de la famille, vraiment, il n'y a pas mieux qu'elle, bref. Et la fac ça a été pour ça aussi. La fac, vraiment, moi je voulais aller à la fac parce que en gros je suis en histoire de l'art et archéologie. Et c'est vraiment l'histoire de l'art qui me tenait vraiment à cœur puisque j'ai fait un bac techno STD2A, donc c'est art appliqué et design. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre les œuvres d'art, etc. Ma mère avait fait aussi histoire de l'art et archéologie à la fac sur Pau. Donc en gros je suis dans la même fac qu'elle. Toute ma famille m'a répété H24 toute ma vie que je ne suis pas faite pour la fac, que je ne suis pas faite pour faire de longues études, que je ne suis pas faite pour telle ou telle chose. Et j'avoue que petit à petit, j'en avais quand même relativement ras-le-bol d'entendre ça de ma famille. Je pense qu'il y a des personnes qui vont comprendre et qui sont à peu près comme moi. Je sais pas, je pense qu'il y en a des gens qui sont pareils que moi ou qui ont une famille pas du tout positive, etc. Donc moi, quand je me suis lancée pour la fac, c'est parce que j'aime apprendre de nouvelles choses et je sais pas, j'aimais bien, j'avais envie d'être à la fac. Donc la première année s'est bien passée. La deuxième année, je pensais que ça allait bien se passer, mais en fin de compte, j'ai fait la rencontre de certaines filles. En fait, on s'est rencontrés parce qu'on était dans le même groupe d'anglais. En gros, pour l'anglais, je me fais des taches de rousseur. En gros, pour l'anglais, on était censé se mettre par groupe de 4 à 5 pour pouvoir travailler toute l'année avec ce groupe. Moi, je connaissais personne parce qu'en fait, les groupes d'anglais sont faits par rapport au niveau d'anglais qu'on a. Donc moi, je suis à 1 ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée avec des filles qui apparemment étaient dans ma licence histoire de l'art. Sauf que moi, je suis du genre à être discrète, faire le moins de vagues possible, que personne me remarque, etc. Donc je les avais déjà vues, mais je savais pas que elle savait que j'étais là, quoi. J'ai trop l'habitude qu'on me voit pas. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Au début, on était 4 en me comptant moi. Sauf qu'il y en a une déjà qui est plus vieille que nous. Moi, j'ai 20 ans. Elle, je crois qu'elle en avait 25. Elle faisait un peu en alternance. Elle faisait des études de ça. Elle allait pas souvent au TD, etc. parce qu'elle travaillait. Mais elle est très sympa. En fin de compte, moi, vu que je m'étais embrouillée en L1 avec ma seule amie
que j'avais fait à la fac parce que j'en avais ras-le-bol d'être prise pour juste la meuf qui donne les devoirs quand on en a besoin. Non, bah t'as qu'à venir à la fac si tu veux les cours. Et donc ça m'énervait. Avec cette personne, on s'est arrêté de se parler un peu naturellement. Du genre, bon bah chacune fait son chemin. En vrai, si je la croise aujourd'hui ou si je lui parle aujourd'hui, en vrai je m'en fous, genre je pourrais lui parler. Au moment où on s'est connus avec cette fille, je venais d'apprendre que j'étais borderline. Je venais d'apprendre un peu tout ce qui est santé mentale, etc. Enfin, j'avais très peu de médicaments, voire pas de médicaments du tout. Donc je sais qu'elle a dû vivre mes crises borderline, etc. Donc en vrai, je lui en veux pas et franchement, je m'en excuse parce que je sais que j'ai dû être horrible à vivre. Ensuite, pour revenir à la L2, dans le groupe de filles, il y en avait une qui me prenait un peu trop pour une conne. Parce que étant donné que j'avais une voiture, elle me demandait tous les 4 matins si je pouvais l'amener à tel endroit, etc. Et moi, grosse pigeonne que je suis, peut-être juste étant trop gentille, bah j'ai quand même accepté. Mais avec elle, pareil, là, on se parle des fois. La dernière fille du groupe d'anglais, parce que bon, après vous allez voir la suite. Pas dire son nom, donc on va l'appeler Prada. C'est un livre que j'ai. On va l'appeler Prada. Je vais raconter un peu tout ça. Donc Prada, je l'avais vue la première fois, ce cours d'anglais, je me suis dit, elle a l'air sympa parce qu'elle a l'air un peu comme moi, dans le sens où elle se met de côté, enfin elle a l'air douce, gentille, elle est un peu comme moi, elle est discrète, etc. Donc je me suis dit, bon bah ok, peut-être que je vais m'entendre plus avec elle étant donné que on va mieux se comprendre. Je vous spoil un peu la fin, ça s'est très mal fini. Et cette fille Prada avait une copine, on va l'appeler Coco, c'est à Coco Chanel, voilà. Donc Prada et Coco passaient leur temps ensemble en dehors des cours puisque sa copine Coco était en master, donc on la voyait que pendant les moments de pause de la fac ou un peu en dehors de la fac, le week-end, etc. Quand j'ai vu Coco, je me suis dit ah ouais, ok, elle a l'air froide en fait. Du premier rapport, elle avait l'air froide. Et ce n'est pas faux, parce que madame a des énormes problèmes relationnels avec sa famille. Dommage si j'en dis trop, si vous voyez cette vidéo, bah tant pis, vu ce que vous m'avez fait après, je n'ai aucun regret de le dire à la caméra. Donc en gros, elle a des énormes traumas avec sa famille. Par exemple, sa mère s'énervait beaucoup. Enfin, Coco, elle devait avoir 24-25 ans, je crois. Elle vivait encore chez sa mère, parce que sa mère était apparemment bipolaire, mais moi je déteste les personnes qui se disent telle ou telle chose alors qu'ils sont pas diagnostiqués. Cette Coco, pour dire un peu les traumas qu'elle avait, sa mère faisait que gueuler. Elle se cassait des choses dans la maison, elle s'énervait de ouf. Le problème, c'est que ces deux Miss Prada et Coco ne veulent pas se soigner, de voir un psychiatre, de voir un psychologue, même de parler. Genre moi, elle faisait que me parler à moi comme si j'étais leur psychologue. Genre je pouvais pas en placer une sans que ça revienne à elle. Coco, elle disait qu'elle voulait pas ressembler à sa mère, mais le problème c'est que quand tu te fais pas soigner, quand tu vas pas avoir de psychologue, quand tu vas pas avoir de psychiatre, quand tu te rends pas compte de qui tu es et de ce que tu fais, tu prends forcément exemple sur ta famille. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle voulait pas ressembler à ma grand-mère. Je suis désolée, mais aujourd'hui, on dirait ma grand-mère, mais vraiment un portrait craché, quoi. Donc ça s'appelle les traumas transgénérationnels. Et cette Coco les avait. La plus grosse chose qu'elle faisait à chaque fois, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa mère, c'était de crier, de s'énerver pour rien, de crier au point de casser des choses, etc. Sauf que moi, toute mon enfance, ça a été ça. Toute mon enfance, j'ai subi des parents ou une famille qui fait que gueuler, qui fait que s'énerver, qui fait que s'en prendre au reste de la famille. Donc autant vous dire que c'est clairement un de mes triggers les plus forts, c'est d'entendre les gens s'embrouiller. Par exemple, quand je regarde une vidéo sur YouTube et que la personne qui joue à un jeu s'énerve, mais vraiment s'énerve de ouf, je peux pas le regarder, ça me met mal à l'aise, ça me terrifie. C'est comme si c'est moi qu'on engueulait, etc. Donc merci mon daron pour m'avoir donné ce trauma. Déjà ça commençait mal, parce que en plus de me faire ces triggers à chaque fois, alors que je lui disais très clairement que ça me faisait mal et que j'y arrivais pas, parce que en fait avec ces deux personnes, on s'est de suite bien entendu. Moi je pensais vraiment que ça allait devenir des vraies amitiés. Non, spoiler alerte,
Pas du tout. Déjà parce que Prada, celle qui a mon âge, elle est autiste. Et moi, étant TDAH, je me disais bon bah peut-être que... Enfin, on se comprend sur le fait qu'on est différents en fait. J'ai l'impression que le blush, je vois aucune différence. Et sa copine, vu qu'elle avait des problèmes avec sa famille, etc., je me suis dit ouais quand même on se ressemble, enfin on peut bien s'entendre étant donné que à peu près dans la même situation quoi. Eh ben non, parce que la différence c'est que moi je me soigne, enfin je vois des psychologues depuis des années et des années et elles n'ont jamais voulu une seule fois se soigner. Elles n'ont jamais vu, vraiment jamais vu de psychologue, de psychiatre. Alors je suis désolée si c'est un peu brouillon, mais du coup j'ai pas fait de ligne temporelle. J'ai tellement vécu les traumas générationnels de ma famille, en fait j'ai tout pris. Ma sœur n'a aucun trauma parce que j'ai toujours tout pris et franchement je le regrette pas. Vraiment. Enfin, si je regrette que ma famille ne s'est jamais fait soigner, parce que ça m'aurait évité encore aujourd'hui toutes les fois où je fais des cauchemars, toutes les nuits blanches que je passe, tous les traumas, les triggers que j'ai, etc. Mais j'en veux pas parce que je préfère avoir moi tous ces traumas, cette charge sur mes épaules que de le donner à ma sœur. Ma sœur, même si c'est ma grande sœur. Pour en revenir à mes amitiés, je pensais qu'avec cette fille ça allait être différent du coup parce que on pouvait à peu près se comprendre au niveau famille dysfonctionnelle, etc. Sauf que MDR, vous savez quoi ? Quand les deux sont en couple et que toi tu te rajoutes comme ça, c'est jamais bon signe. Vraiment, c'est jamais bon signe. Quand tu fais un duo de 3 personnes, il y en a toujours une qui est mise de côté. Et malheureusement, trop bonne, trop conne comme on dit, c'était moi. Je ne fais plus du tout confiance dans les amitiés parce que je me rends compte que je donne beaucoup de choses aux gens sans jamais qu'ils me les rendent. Déjà, c'est un groupe de 3, il y en a toujours une qui empathie plus que l'autre. Et encore plus quand t'es dans un groupe de 3 et que les 2 personnes avec qui tu es sont en couple. Quand il y avait des embrouilles entre toutes les deux, c'était moi le pont qui faisait, genre elle venait toujours me voir en me disant ouais, Coco elle a dit ça et tout. Du coup moi je devais rassurer Prada. Et quand Prada faisait des conneries, je devais aider Coco dans leur couple et tout pour pas que ça casse. En plus elles se disaient toutes les deux dépressives. Encore une fois, je déteste les gens qui se disent quelque chose s'ils sont pas diagnostiqués. Je veux bien que vous me dites que vous êtes en déprime, etc. Mais la dépression, c'est sérieux. La dépression, il faut que vous alliez voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un de formé pour ça. Alors, il y a des signes, oui, mais faut pas non plus clamer haut et fort que vous êtes en dépression si vous n'avez jamais été diag ou si vous en avez jamais parlé avec un professionnel. Et c'est ce qu'elles faisaient toutes les deux. Alors là, du coup, je parlais de Coco qui me faisait des réflexions sur le fait que je devais m'éloigner de sa famille et tout, alors que qu'elle vit encore chez sa mère, etc. Et donc du coup, elle essayait de me donner des conseils. Et voilà, après c'est la suite. Me donne pas de conseils alors que tu te dis TDAH. Juste parce que moi je le suis et tu t'es jamais fait faire des tests, tu te dis en dépression, ok, tu déprimes, et après tu me donnes des conseils sur il faudrait que j'arrête de voir ma famille parce qu'ils sont toxiques pour moi, mais tu vis chez ta daronne, genre s'il te plaît, à 25 piges. Voilà un peu l'univers dans lequel évolue Coco. Et du coup, comme je disais, elle a pris les traumas de sa famille, c'est-à-dire que elle s'énerve tout le temps, genre pour tout. Une fois, j'avais fait du coup un exposé avec Prada puisqu'on s'était mis ensemble pour un exposé. Pire erreur de ma vie. Et le problème c'est que elle étant autiste et c'est diagnostiqué pour elle, moi étant TDAH et c'est diagnostiqué pour moi, c'est très dur de travailler. Je m'en suis pris plein la gueule parce que moi j'ai fait tout le travail. Je rigole pas là, pour une fois j'avais vraiment fait beaucoup de choses, beaucoup de recherches, etc. La meuf elle a juste fait sa partie. Quand on est arrivé à l'oral, c'est moi qui ai plus parlé que elle. Du coup en sortant elle a pleuré parce qu'elle a pas eu le temps de dire sa partie. Je me suis énervée, je lui ai dit en fait t'avais qu'à être là, t'avais qu'à bosser, c'est moi qui ai fait plus de la moitié de l'exposé, alors c'est normal que moi je parle plus puisque tu m'as dit que tu voulais dire que ta partie. Et je m'en suis pris plein la gueule par sa meuf en disant oui non mais tu sais avec son autisme et tout elle peut pas faire, c'est un vrai handicap. Le TDAH c'est pas un handicap.
sérieux. Ce qui a fait le point de rupture. Déjà à partir de là, quand je me suis fait vraiment Coco, elle m'a dit des choses vraiment horribles, juste parce que on avait soi-disant raté un exposé quand même qu'on a eu 13. Prendre plein de noms d'oiseaux, je vous jure, elle m'a dit des choses mais que jamais, je crois que même quand je me faisais harceler au lycée et au collège, j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie, parce que là c'était censé être une amie et elle me sort ça juste à cause d'un putain d'exposé. Et ça a été un peu la descente où je me suis dit je vais prendre mes distances. Et ce que j'ai fait, je suis restée sur mes gardes depuis. Déjà, le fait qu'elle n'acceptait pas mon trouble borderline, sachant que du coup, je sais comment fonctionne mon trouble borderline. Que les personnes avec qui je vis, avec qui je passe du temps et qui connaissent mon trouble borderline, à chaque fois que je sens une crise arriver, je leur dis bon bah je suis désolée. Si là je parle mal, si là je dis un peu trop ce que je pense, si je m'énerve trop facilement, etc. Je suis vraiment désolée, dites-le moi. Mais j'y peux rien en fait, c'est incontrôlable. Si je suis en pleine crise borderline, je ne contrôle pas ce que je dis. Et je leur disais ça à chaque fois que je le sentais. Pourtant, elles trouvaient quand même le moyen après de m'en mettre plein la gueule par rapport à ça, en disant ouais mais tu te souviens quand tu nous parlais mal, tu nous as trop mal parlé et tout. Alors qu'elles me disaient qu'elles acceptaient mon trouble borderline. Ouais, enfin elles acceptent le trouble borderline que quand ça les arrange. Hein. Donc vraiment, c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils acceptent qui tu es, toi, tes troubles, tes traumas, tes triggers, etc. Et en fin de compte, quand ça arrive vraiment, ben en fait, ils t'en mettent plein la gueule en te le reprochant, alors que c'est bien eux qui t'ont dit que ça les dérangeait pas. J'en ai marre de tomber sur des gens comme ça, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de raconter ma vie. Je vais parler un peu de la mienne, parce qu'en plus de ça, c'est que je leur ai pas tout dit. J'ai juste dit que j'étais borderline pour éviter qu'elles subissent trop, enfin qu'elles prennent personnellement ces crises que je faisais, parce que bah j'y peux rien en fait. Et le point de vraie rupture, au retour de mon stage à Bordeaux, ça faisait plusieurs semaines qu'on se parlait pas, ou qu'on s'envoyait genre 2-3 messages et c'est tout. Sachant que mon stage a duré 2 semaines. En rentrant sur Pau, c'était à elles de faire leur stage. Elles sont parties en fouille archéologique et moi du coup j'ai continué mon stage ici avec les archives de Pau pour la restauration de livres, etc. En fait le problème c'est que je les avais vues un peu avant de partir pendant les partiels et tout. Je leur parlais pas parce que j'étais à fond dans mes partiels, donc ça c'était avant mon stage à Bordeaux. Elles me parlaient pas, mais normalement on jouait tout le temps ensemble sur l'ordinateur à Dead by Daylight ou à Unshowdown si vous connaissez. Et ça faisait plusieurs soirs que je les voyais jouer mais que toutes les deux. Moi je me suis dit bon ok, enfin elles sont au couple, si elles ont pas envie et tout. Mais leur truc c'est que je leur demandais si elles voulaient jouer, elles me disaient non, qu'elles avaient pas envie et après je les voyais jouer que toutes les deux. Bon j'étais bon bah ok bah super. Tu sais je m'en fous si tu veux pas jouer avec moi mais dis-moi j'ai pas envie de jouer avec toi, j'ai envie d'être que avec Coco tu vois. Du coup j'étais un peu saoulée, je me suis dit mais en fait vous me prenez vraiment pour une conne là, c'est pas possible. Et en plus j'engageais la conversation, hein. Je leur demandais oui ça va et tout, vous voyez moi j'ai fait ça pour mon stage, vous qu'est-ce que vous avez fait. La goutte de trop ça a été quand je suis rentrée ici pendant mon 2e stage. C'est là où j'ai appris que j'ai redoublé, c'est là où j'ai appris que en plus de devoir faire mon stage, j'allais devoir recommencer à apprendre. Parce qu'en gros, mon stage, il était par exemple du 1er au 10 juin. Et le 11 juin, je commençais les partiels de rattrapage. Donc vraiment, genre je travaillais en même temps mon stage et en même temps je devais passer mes épreuves de rattrapage. Sachant que Prada avait réussi haut la main ces épreuves. Donc je lui ai demandé, vas-y STP, tu sais j'ai redoublé, tes cours tu vas plus utiliser, est-ce que tu peux au moins m'envoyer les cours? Il y a certains jours où j'ai pas été là, par exemple la semaine où j'ai été hospitalisée en clinique psy, ça faisait un peu plus d'1 semaine que j'étais pas allée en cours, donc j'avais pas les... J'ai dit bon du coup tu peux me les passer, parce que de toute façon c'est pas comme si j'allais te copier vu que t'es passé en L3, donc t'en as plus besoin de tes cours de L2. Elle m'a dit oui, elle me les a jamais passés. Ensuite, quand je lui ai dit que j'ai redoublé, elle m'a juste dit ah ok. Et après elle m'a fait ah mais moi c'est trop bien, t'as vu je suis passée avec tant et tant de notes. Tu vois quand t'es une pote, je sais pas, t'as un peu d'empathie avec moi quoi, avec moi qui est genre... Je l'ai toujours aidée moi. Quand il y avait des trucs où ça allait pas, il y a plein de fois où elle m'a dit qu'elle venait pas en cours parce que soi-disant
elle était trop déprimée, elle arrivait pas à se lever. Oh ma pauvre chouchou. Bah ouais, moi aussi. Mais j'allais quand même en cours et je lui donnais tout le temps les cours, tout le temps quand elle en avait besoin, je lui donnais mes cours. Elle l'a jamais fait pour moi. Quand j'ai été hospitalisée, elle m'a jamais envoyé des cours. Là, au rattrapage, elle m'a jamais aidée, elle m'a jamais dit ouais, bah, si tu veux, je peux t'aider à comprendre quelque chose, surtout en archéologie, parce que moi, j'aime pas du tout l'archéologie, mais elle, oui. Donc, elle aurait pu très bien me dire oui, si tu veux, je t'explique un peu ce que tu sais pas pour l'archéologie et tout. Puis au pire, j'aurais dit non, mais l'intention était là, quoi. L'intention de proposer était là. Et moi, j'ai commencé vraiment à m'énerver parce qu'elle me parlait pas, elle m'a pas aidée. À chaque fois qu'elle m'a parlé depuis les partiels, c'était pour me dire qu'elle était trop contente de passer en L3. Elle m'a même pas demandé si j'allais bien. Pour vous, ça vous paraître peut-être anodin, mais pour une personne comme moi et surtout pour les personnes borderline qui ont une phobie de l'abandon, etc., vous comprenez totalement que genre c'était un peu trop. Déjà, je me faisais engueuler tout le temps parce que des fois je parlais trop mal et que je me rendais pas compte, etc. J'étais hyper prévenante. Je leur disais chaque matin quand je me sentais pas bien, je leur envoyais un message en disant ne prenez pas en compte ce que je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas bien. Aujourd'hui, je suis pas vraiment moi-même. Donc ne faites pas gaffe. Je m'occupais du chat de Prada parce qu'elle habite 5 minutes à pied de chez moi. Du coup, je suis sympa. En plus, je me dis, mon pauvre chat, il va être tout seul et tout. Je suis allée nourrir tous les jours son chat. Je suis allée vider la poubelle de son chat dégueulasse tout le temps parce que j'ai jamais vu un chat aussi horrible de toute ma vie. Elle m'a pas remerciée. Et j'étais déjà pas bien parce que je passais mes journées à mon stage, je rentrais, je révisais. Je repartais à mon stage, je rentrais, je révisais. Je mangeais même pas. J'étais en pleine déprime, je faisais que des crises d'angoisse parce que j'avais peur du redoublement. Donc ça m'avait clairement blessée de me dire que elles avaient toutes les deux le temps. Prada, elle avait large le temps. À chaque fois qu'elle allait pas bien, j'allais la voir, même si c'était à minuit et qu'elle allait pas bien, j'allais la voir parce qu'elle est à 5 minutes de chez moi. Là, elle était là, elle est revenue de son stage, elle n'a pas été là une seule fois, elle m'a pas appelé une seule fois pour savoir comment étaient mes révisions, elle a pas pris une seule de mes nouvelles pour savoir si j'allais bien, sachant qu'elle savait très bien que je voulais pas du tout redoubler, que c'était un peu genre ma phobie. La veille qu'elle rentre, j'ai oublié de changer la litière de son putain de chat. Et Coco, sa meuf, en rentrant, elle m'en a mis plein la gueule. Elle m'a insulté de tous les noms. Elle m'a dit que j'étais une bonne à rien, que je pensais qu'à moi, que genre je leur parlais trop mal et tout, que enfin des trucs vraiment horribles. D'ailleurs, j'ai encore les screenshots sur mon téléphone. Juste parce que j'avais pas enlevé la litière de son chat depuis 3 jours. C'est pas mon chat, hein. T'as qu'à faire plus attention, putain. J'allais déjà pas bien, je faisais que faire des crises d'angoisse à cause des révisions, des rattrapages qui approchaient et tout. J'aurais dit vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible en fait. 2 semaines que je me tue entre mon stage, même mes 2 stages, parce que du coup j'ai pas eu de vacances, et juste après le stage de Pau j'avais les rattrapages. Vous n'avez pas pris une seule nouvelle de moi pour savoir si mes révisions se passaient bien, comment j'allais psychologiquement, etc. Or comme ça vous allez vous dire que j'abuse un peu, mais c'est parce que j'essaye de vite vous dire comment était l'histoire, hein, parce qu'en vrai c'est beaucoup plus profond que ça. Ça a été vraiment genre j'ai tout donné pour elle, ce qui m'a vraiment fait du mal et qui a fini par faire une TS. Elles m'ont reproché que je leur faisais du chantage au suicide, alors que jamais. Je parlais vraiment très peu de moi, c'était très rare que je parle de moi pendant cette amitié. Et ça faisait déjà 1 an que j'étais sous traitement pour mon borderline, pour la dépression et pour mes insomnies. Donc j'étais pas vraiment moi-même. Elles ne m'ont jamais vue comme je suis vraiment. Elles ne m'ont jamais vue comme est vraiment ma personnalité. Elles n'ont jamais vu réellement tout ce que je pouvais faire, etc. Simplement parce que j'étais déjà sous médicaments. Donc sous médicaments, j'avais déjà un régulateur d'humeur, donc j'étais pas aussi joyeuse que je pourrais l'être sans. Je fais quand même beaucoup moins de crises. J'ai même plus du tout ce qu'on appelait les vides émotionnelles persistants du trouble borderline, etc. J'avais même pas ça parce que avec mes traitements j'en avais plus. Ce qui m'a fait un choc, c'est que déjà j'allais pas bien à cause de mon redoublement. J'allais pas bien parce que du coup ma famille arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je trouve autre chose, que la fac c'était pas pour moi, que j'allais jamais réussir, etc. Que j'avais aucun avenir là-dedans.
Donc déjà, avec tout ce qui se passait dans ma famille, j'étais quand même très mal. Et j'avais personne sur Younoté. Les seules personnes que j'étais censée avoir comme amies, c'était Prada et Coco. Milieu du mois de juin. Il y a eu une énorme dispute à ce moment-là parce qu'elles venaient de rentrer toutes les deux de leur stage en archéologie. Et c'était la fois où du coup j'avais pas nettoyé la litière. Elles m'en ont mis plein la gueule, vraiment. Genre, elles ont explosé. Ce qui m'a fait le plus de mal et qui m'a fait faire cette TS, ça a été le moment où il y a eu une accumulation de tout ça. Et ce soir-là, en plus de m'avoir pris toutes les insultes possibles et inimaginables, Prada, donc la fille qui a le même âge que moi, elle m'a sorti par message t'as déposé un brevet pour la scarification ou alors moi aussi je peux le faire. Alors qu'elle savait que la scarification, tout ça, les addictions, ça faisait de plus en plus de temps que je tombais dans des addictions, que ce soit me faire du mal, ou l'alcool, ou la cigarette. Et d'avoir lu ça, je me suis dit non, là j'en peux plus. J'ai tenu jusqu'à 20 ans sans faire de TS, sachant que ça fait depuis 7 ans que je suis en dépression. Ça fait 7 ans que je me fais du mal. Je me rappelle que même quand j'avais 15 ans, 16 ans, je volais de l'alcool dans le placard de ma famille pour en avoir et pour en boire en cachette le soir. Je volais des cigarettes dans le paquet de mon parrain et je devais vraiment juste avoir 15 ans, 16 ans. Arrivé à 20 ans, ne jamais avoir eu une seule amitié qui a fonctionné. À chaque fois, ça se finit par moi blessée, par moi, je suis insultée de tous les noms. Et cette phrase-là, est-ce que tu as déposé un brevet sur la scarification ou moi si je peux le faire? Sachant qu'elle savait très bien que ça faisait depuis quelques temps que j'avais recommencé à me faire du mal, alors que ça faisait au moins 4 mois que je n'avais rien fait. Ça a été à faire de trop. Ce soir-là, j'étais toute seule. Je n'avais personne. À part Coco et Prada, je n'avais personne là où j'habite et je n'ai toujours personne là où j'habite. D'ailleurs, sur Pau, je n'ai aucune connaissance, j'ai personne. Et je me suis retrouvée à me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je me posais souvent cette question, mais j'ai jamais osé sauter le pas et me faire une TS. Mais là, je me suis dit putain, t'as 20 ans, t'es à la fac, tu n'arrives toujours pas à tenir une amitié plus de 1 an sans finir par te faire insulter, sans finir par te dire que c'est ta faute. Et je me suis dit mais en fait ouais, c'est ma faute. C'est ma faute, j'arrive pas à me stabiliser mon taux borderline. C'est ma faute si je me fais tout le temps insulter. C'est ma faute si genre ma famille elle me compare toujours à ma soeur parce qu'en fait c'est vrai, je suis nulle. Je sers à rien. Là, si ce soir je vais pas bien, je peux que rester à mon appartement avec mon chat. Parce que j'ai personne. J'ai vraiment pas d'amis en fait. Ici, sur Pau, je n'ai personne. Et là, à ce moment-là, en milieu juin, lors de ma TS, c'était le soir, je me suis dit bon, c'est bon, là, j'en peux plus. Au début, je voulais juste me démonter la tête. Donc j'ai bu une bouteille de vin toute seule, entièrement. Voire, j'ai même ouvert une autre bouteille de vin après ça. Et j'ai mélangé l'alcool avec tous les médicaments que j'avais. Tous les médicaments que j'ai pour les insomnies. C'est-à-dire j'ai pris toute une boîte de kétiapine. J'ai pris aussi du Theralène. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi j'ai appelé. Maintenant, je regrette beaucoup d'avoir appelé les urgences. Mais je pense que j'avais peur d'être toute seule. Et je me suis dit que je voulais vraiment, en fait, de base, je voulais juste m'en mettre plein la tête. Je voulais pas vraiment mourir. Enfin, si, je souhaitais mourir. Mais en prenant tout ça, je me suis pas dit, ah ouais, là, c'est sûr que je vais mourir. Je me suis plutôt dit, ah ouais, là, c'est bon. Je vais pouvoir poser mon cerveau, penser à rien d'autre, etc. Et je me suis sentie tellement seule que j'ai appelé les urgences. Et je leur ai dit, j'ai pris ça. Ils ont envoyé une ambulance, ils sont venus me chercher. Et j'ai passé la nuit à l'hôpital. En hôpital de nuit, j'étais dans une salle qui était
Je sais pas si c'était réservé pour les personnes qui ont fait ce genre de choses ou qui sont violents, etc. J'ai eu une intraveineuse, tout ça, pour mon rythme cardiaque, etc., pour ma tension. Elle m'interdisait de dormir. Elle venait me voir toutes les 1 heure pour reprendre ma température. J'imagine c'est pour me tenir réveillée parce que à cause de tout ce que j'ai pris. Je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé là-bas. Tout est très flou. Je me souviens juste de moments de l'ambulance parce qu'il m'avait mis une couverture sur moi et qu'elle était froide. Je me souviens que j'avais mon doudou contre moi, que je l'ai pris. Je me souviens surtout que quand je me suis remis bien le lendemain matin, on m'a apporté à manger parce qu'il était midi et quelques. J'étais quand même encore très 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 fatiguée. Et on m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. J'ai encore regardé l'infirmière en mode à ton avis, je sais pas, enfin... Bref, ils m'ont gardé toute une journée entière. Ensuite, j'ai été transférée dans un hôpital de jour spécialisé en psychiatrie. Je n'y suis restée que quelques heures pour parler avec le psychiatre. On a parlé un peu de tout ça, de pourquoi j'ai fait ça, de mes troubles que j'ai, etc., etc. Il m'a donné son numéro pour que je le rappelle au cas où, parce que normalement j'ai déjà une psychiatre. Il m'a dit, et là c'était un psychiatre, celui de l'hôpital, donc il m'a donné sa carte, il m'a dit voilà si vous voulez parler, etc. Et ensuite, voilà, je suis retournée chez moi. J'ai dormi pendant toute la journée, voire presque jusqu'au lendemain matin, parce qu'avec tout ce que j'ai pris, ça m'a out complet. On m'a pas fait de lavage d'estomac pour ceux qui se demandent. On m'a juste surveillée toute la nuit. Et même le lendemain matin, pendant que le psychiatre me parlait, j'étais un zombie. Des fois, je me sentais partir et m'endormir. Donc vraiment, ça a été très long. Enfin, moi, j'ai eu le temps de me reposer. Et depuis, pour finir tout ça, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Il y a un truc qui... Je ne saurais pas vraiment comment le définir, mais il y a quelque chose de différent. Il y a vraiment... J'ai une sensation de me dire que si là, ma vie s'arrête, je m'en fous. Avant, j'essayais quand même de me dire oui, il te reste ça à vivre, tu vas réussir tes études et tout. Mais ouais, mais j'ai plus personne, j'ai plus d'amitié. Je suis devenue encore plus méfiante des gens à cause de ce que j'ai vécu. Toute ma vie, ça a été ça. Ce qui m'a brisée aussi, et ce qui m'a trigger, c'est que j'ai de plus en plus d'idées noires. Maintenant que je sais à peu près, on va dire, comment ça se passe, comment je me suis sentie quand j'ai pris tous ces médicaments, à chaque fois que je prends mon traitement le soir, ou même le traitement le matin, des médicaments que j'ai, je me pose, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui arrive et qui me dit « Pourquoi t'essayerais pas de reprendre toute la plaquette ? Voire même de reprendre, je sais pas... là-bas, là, l'anxiolytique que tu as en même temps. Ça serait sympa, non ? Il y a aussi le fait que je ne peux plus voir une seule ambulance ou entendre une seule ambulance ou même voir une ambulance sur une série sans penser à cette histoire, à ma TS, et également au fait que j'ai envie d'y retourner dans le sens où j'ai de nouvelles idées noires. Donc voilà, je crois que cette vidéo va être un peu fouillie parce que j'essaie de parler un peu vraiment avec cœur ouvert de tout ce que je ressens en ce moment. C'est très dur. Chaque soir, encore aujourd'hui, chaque soir, j'enchaîne les crises borderline et les crises d'anxiété. Je n'arrive même plus à aller en cours sans faire des crises d'anxiété. Donc c'est très dur. Je suis beaucoup plus présente sur TikTok maintenant. J'essaie de partager un peu plus mon quotidien, faire certaines journées ensemble, etc. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Insta. Et sur mon compte photo Insta,